Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle exploration en profondeur. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on a une énergie assez particulière sur le plateau. On va s'attaquer à un document qui est franchement explosif. Ouais, un texte très lourd de sens, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis prêt à décortiquer tout ça. Super. Et il faut préciser d'emblée que cette analyse, on l'a préparée spécialement pour la communauté de la chaîne YouTube La Revue du 237. C'est une plateforme qui est super exigeante sur les dynamiques sociétales, donc on se devait de faire les choses en grand. Absolument, c'est une audience qui a l'habitude des réflexions de fond. C'est ça. Et d'ailleurs, j'invite chaleureusement tous ceux qui écoutent cette analyse en ce moment à s'abonner immédiatement à la chaîne YouTube La Revue du 237. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir ce genre de contenu et de ne rien manquer de nos prochains décryptages. Et le décryptage d'aujourd'hui en vaut vraiment la peine. Oh que oui. Alors, notre point de départ, c'est une lettre ouverte virale. Le titre exact, c'est Le ras-le-bol du professeur Calvin Tadmon. Et il y a un sous-titre qui donne des frissons. Le chant funèbre d'une nation qui se meurt de son silence. Rien que le titre, ça pose une ambiance très lourde. Oui, très lourde. En fait, l'accroche de ce texte, c'est le cri du cœur d'un homme qui dit avoir gardé le silence pendant 35 ans. Il a tout encaissé, les dysfonctionnements, les absurdités, et là, d'un coup, il décide de tout déballer. Il utilise même le mot vomir. Il dit qu'il a besoin de tout vomir pour se libérer. Ce terme de vomir, il est fort. Il montre bien que ce n'est pas juste une énième plainte administrative ou un simple tract syndical. C'est organique. En lisant ce document, on réalise très vite qu'il s'agit d'une véritable autopsie. Une autopsie, ouais. L'autopsie d'un système éducatif tout entier. L'auteur nous montre comment la boussole morale d'une société peut complètement se briser, comment on finit par accepter l'inacceptable au quotidien. Bon, décortiquons tout ça. Pour vraiment comprendre le poids de cette lettre, il faut regarder de près qui est l'auteur, parce que le profil de Calvin Tadmon n'a rien de banal. C'est même fondamental pour asseoir sa légitimité. Voilà, alors il a eu son bac en mathématiques et sciences physiques à 18 ans, en 1991. Ensuite, il va jusqu'au doctorat, un PhD en mathématiques. Il commence sur le terrain, il enseigne au lycée de Bankomo près de Yaoundé pendant 6 ans. Et puis, il entre à l'université de Tchang, où il grimpe tous les échelons, un par un, jusqu'à devenir professeur titulaire. On parle de 30 ans de service pour l'État. Dont 25 ans dans le supérieur. C'est énorme. C'est massif. Et ce n'est pas pour se vanter qu'il met ça en avant. Non, pas du tout. Ce CV est crucial. Ça prouve qu'il n'est pas un observateur externe ou un consultant qui vient de l'étranger faire un audit de 2 semaines. C'est l'ultime initié. Quand cet homme parle d'un système en perdition, il sait pertinemment ce qu'il dit. Il l'a vécu de l'intérieur, dans les lycées et dans les universités. Très rationnel. C'est ça qui rend son constat encore plus frappant. Exactement. Il analyse les faits. Et justement, les faits qu'il dénonce, la cible principale de sa colère, ce n'est pas vraiment ce qu'on pourrait attendre. Il ne blâme pas les jeunes pour un manque de respect, ni la conjoncture mondiale. Non, il vise beaucoup plus haut. Il pointe du doigt ce qu'il appelle les éclairés, c'est-à-dire ses propres collègues enseignants, les intellectuels, les religieux, les administrateurs, bref, ceux qui savent. Il les accuse de complicité active parce qu'ils voient le mal prendre la place du bien et ils se taisent. Ce qui est fascinant ici, c'est l'analyse psychologique du silence qu'il nous propose. Il ne dit pas qu'ils sont ignorants, il dit qu'ils ont peur. La peur de perdre leur confort. C'est ça. Les élites se cachent derrière des excuses toutes faites, du genre «ce n'est pas mon problème» ou «si je parle j'aurai des ennuis, je vais me faire des ennemis», tout ça pour préserver une petite paix sociale très artificielle. C'est de l'égoïsme déguisé en pragmatisme en fait. Totalement. C'est pour ça qu'il qualifie ce silence de trahison. Quand on a le savoir et qu'on voit un système inverser les valeurs, où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal, se taire, c'est participer activement à la destruction. C'est une claque. Et pour bien faire comprendre cette destruction, il nous emmène dans la réalité physique du campus. Et là, franchement, les descriptions sont dignes d'un scénario catastrophe. C'est un enfer quotidien. Le mot n'est pas trop fort. Il décrit des amphis en ruine, des toits qui fuient dès qu'il pleut. Les professeurs qui sont censés être l'élite de la nation sont entassés à 5 ou 6 dans des bureaux de la taille d'un placard. Et les bibliothèques, il dit qu'elles contiennent des livres qui datent de Mathusalem. Ouais, des vestiges archéologiques plutôt que des outils de recherche. Mais au-delà de l'infrastructure, il aborde la question de l'indignité humaine de base. Le plus choquant, c'est le manque d'eau. Ah oui, l'eau courante. C'est effarant. Il raconte des scènes où des étudiants s'évanouissent de chaleur en plein amphi parce qu'il n'y a pas d'eau pour boire.
Et l'impact est particulièrement dévastateur sur les jeunes femmes. C'est vrai, il parle des menstruations. C'est un sujet souvent tabou, mais là, il met les pieds dans le plat. Il le faut bien. Imaginez la situation pour une étudiante en période de menstruation. Les toilettes sont décrites comme des foyers d'infection insalubres, sans eau. La conséquence directe, c'est que ces jeunes femmes n'osent plus participer. Pire, certaines abandonnent purement et simplement leurs études à cause de l'humiliation et du risque de maladie. Donc le manque d'infrastructures de base devient une barrière directe à l'éducation, surtout pour les femmes. Exactement. On tue des vocations juste parce qu'on ne peut pas fournir des toilettes propres. C'est révoltant. Et comme si ça ne suffisait pas, le texte décrit un environnement qui est un chaos sensoriel total. L'anecdote sur les activités agricoles, par exemple. Il y a des gens qui font des brûlis sur le campus. Une fumée toxique en plein cours. Voilà, professeurs et étudiants qui étouffent. À côté de ça, on a le vacarme des mégaphones, des activités sportives ou festives qui hurlent pendant que des profs essayent de donner des cours de mathématiques complexes. L'enseignant doit s'époumoner pour rivaliser avec la sono. C'est aberrant. Et n'oublions pas les bars. Des bars qui prospèrent non seulement autour, mais littéralement dans l'enceinte du campus. Le professeur explique qu'il se retrouve face à des étudiants qui arrivent ivres en classe. C'est un écosystème qui est conçu pour saboter la concentration. Comment faire de la recherche ou de l'enseignement supérieur là-dedans? Et le pompon, le détail le plus fou de cette liste, ce sont les vaches. Ah, les troupeaux, c'est surréaliste. Des vaches et des taureaux qui errent en toute liberté entre les bâtiments universitaires. Les étudiants doivent faire des détours pour aller en cours et les profs doivent piler en voiture parce qu'un taureau dort sur la route. On parle d'un campus universitaire ou d'un pâturage. La métaphore est dure, mais c'est la réalité physique qu'il décrit. Mais le pire, c'est qu'il dénonce l'illusion de la modernité qu'on essaye de plaquer par-dessus cette misère. Le mirage numérique. Voilà le mirage numérique. On inaugure en grande pompe des centres technologiques flambant neufs, ce qu'il appelle des éléphants blancs, de beaux bâtiments qui sont en fait de coquilles vides. Parce qu'il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas de connexion institutionnelle. Les chercheurs sont coupés du monde. S'ils veulent communiquer avec la communauté scientifique internationale, ils doivent payer de leur propre poche des forfaits de données. C'est l'isolement total organisé sous une vitrine de modernité. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que quand on parle de moyens, de manque d'eau ou d'Internet, on pourrait se dire qu'il n'y a tout simplement pas d'argent. Mais le texte nous montre une économie de la misère qui s'oppose à un luxe administratif indécent. C'est le cœur du problème. Le contraste financier est d'une violence inouïe. Pendant que les profs marchent sous la pluie ou freinent devant des vaches, l'auteur explique que les recteurs, eux, roulent dans des 4x4 et des berlines qui coûtent 100 millions de francs CFA la pièce. Et c'est là que le profil de mathématicien de l'auteur prend tout son sens. Il ne fait pas juste jeter un chiffre en l'air. Il le décortique. Il fait l'équivalence. Oui, il traduit ça en réalité académique. 100 millions de francs CFA pour un seul véhicule. Ça représente quoi, vous? Ça représente le salaire annuel de 15 nouveaux enseignants. C'est équivaut à la construction de 10 salles de classe pour désengorger les amphis. C'est l'achat de 20 000 livres pour la bibliothèque. Ou encore l'installation d'eau potable et la réhabilitation des toilettes pour tout un campus. Quand on met les chiffres en perspective comme ça, c'est un choc. Le budget existe, mais il est utilisé pour astiquer les joujoux des administratifs, comme il dit. L'argent de l'éducation finance le prestige d'une poignée de dirigeants, pendant que la base crève de chaud et de soif. Et la critique monte encore d'un cran. Il s'attaque à la gestion ministérielle. Il parle du paiement des primes et de la dette académique, des sommes qui sont dues aux enseignants, mais qui sont versées, je cite, en doses homéopathiques. Si on relie ça à la vue d'ensemble, on comprend vite que ce n'est pas un simple retard administratif. C'est une stratégie de paupérisation. Garder les professeurs la tête sous l'eau délibérément, hein. Exactement. Le texte accuse le système de maintenir les universitaires dans un état de dépendance perpétuelle. Si un intellectuel passe ses journées à mendier ses primes, à s'inquiéter de la fin du mois, il est à genoux. Et quelqu'un qui est à genoux ne risque pas de se rebeller. Voilà. C'est un mécanisme de contrôle politique. On les épuise pour s'assurer qu'ils n'auront jamais l'énergie ou la sécurité financière nécessaires pour initier une vraie contestation sociale. C'est diabolique, mais tellement logique quand on l'analyse sous cet angle. Ce qui nous amène à la partie plus philosophique du texte. Le professeur Tadmond utilise une citation très puissante d'Edmund Burke. La seule chose nécessaire au triomphe du mal, c'est que les hommes bons ne fassent rien. Cela soulève une question importante. C'est même le paradoxe central de la profession d'enseignant dans ce contexte. Comment ça? Eh bien, comment voulez-vous que ces professeurs enseignent le courage, l'intégrité ou la dignité à des jeunes, alors qu'eux-mêmes acceptent d'être traités comme des moins que rien? Comment transmettre des valeurs de droiture quand on courbe l'échine pour des miettes?
Il va jusqu'à les appeler des cadavres ambulants. Une métaphore tragique. Des corps qui bougent, qui font court par habitude, mais qui ont perdu toute âme et toute conviction. Il démontre que le savoir, s'il n'est pas accompagné de courage moral, ne sert strictement à rien face à l'oppression. Et vers la fin du texte, le rythme s'accélère. Ça devient une série de questions qui vous prennent à la gorge. Il demande à ses collègues: jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous encaisser? Jusqu'à quand allez-vous avoir soif? Jusqu'à quand allez-vous suffoquer dans cette fumée? C'est un ultimatum en bonne et due forme. Oui, il les force à choisir leur camp, le camp des lâches silencieux ou celui des femmes et des hommes debout. Il n'y a plus de zone grise possible. Il leur enlève la possibilité de dire qu'ils ne savaient pas. Maintenant que tout est étalé sur la place publique, rester silencieux devient une signature au bas du contrat de la corruption. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire, Sam? On voit bien que ce document dépasse très largement la simple plainte d'un prof fatigué. Largement, oui. C'est un vrai miroir tendu à toute la société. Ça montre le prix fatal du confort individuel. Tadmon conclut son texte avec des mots qui sonnent comme une libération totale. Il dit: j'ai vomi, je suis vidé, je suis libre, et je vous attends. Il a fait sa part. Il a brisé les chaînes de l'autocensure. Et c'est justement ce courage intellectuel qu'on veut mettre en lumière avec ce décryptage. Je rappelle d'ailleurs que cette exploration détaillée a été rendue possible et pensée pour la communauté de la chaîne La Revue du 237. Il faut absolument s'abonner à cette chaîne si vous voulez voir grandir ce genre d'espace où on ne se contente pas des apparences. Parce que réfléchir sur ces sujets, c'est la première étape de l'action. C'est tout à fait ça. Abonnez-vous, commentez, partagez, c'est vital. Avant de se quitter, est-ce qu'il y a une dernière pensée, une réflexion que cette lettre t'inspire et qu'on pouvait laisser à l'audience? Oui, une réflexion assez vertigineuse quand on y pense. Une université, théoriquement, c'est l'usine qui fabrique l'avenir d'une nation. L'élite de demain. Exactement. Alors, si ce système normalise à ce point la présence de bétail dans les amphithéâtres, la soif de ses propres étudiants et l'étalage d'un luxe insolent chez ses administrateurs, que va-t-il se passer? C'est la grande question. Quand ces étudiants, qui baignent dans ce cynisme, deviendront eux-mêmes les administrateurs et les dirigeants de demain, comment agiront-ils? On a tendance à dire que ce système éducatif est cassé. Mais la vraie question provocatrice, c'est de se demander si au contraire il n'a pas parfaitement réussi sa mission. C'est-à-dire? C'est-à-dire créer un moule impitoyable. Un moule dont l'unique but est de reproduire très exactement la même corruption, la même indifférence et le même silence à la génération suivante. Waouh! Ça remet beaucoup de choses en perspective. Le système ne serait pas en panne, il serait juste programmé pour broyer. C'est une hypothèse terrible, mais qu'il faut avoir le courage d'affronter. C'est sur cette interrogation majeure qu'on va clore ce décryptage. Merci infiniment pour cette analyse tranchante et un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'oubliez pas de rejoindre la revue du 237 pour poursuivre le débat. Prenez soin de vous, restez critiques et à très bientôt pour une nouvelle exploration.